Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. Pour ce nouvel épisode de la saison 2, j'ai rencontré Vincent, alias le motarologue. C'est en lisant son blog que je suis tombé sur son aventure en Écosse. On a souvent tendance à croire que l'aventure, la vraie, doit rimer avec destination lointaine, mais aujourd'hui, Vincent nous montre le contraire, avec le récit de ce voyage à seulement une journée de moto de chez nous. Mais avant, voici sa définition de l'aventure. C'est quand tu sors de ta zone de confort, quand tu fais quelque chose dont tu n'as pas l'habitude. Et toi, dans le fait de sortir de ta zone de confort, de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, tu te sens aventurier dans cette définition ? Je me définis pas comme un aventurier du tout. Moi, je me définis comme un mec qui savait pas quoi faire de ses vacances et qui a décidé d'aller faire un barbecue chez un cousin en Pologne. Et depuis, en fait, je suis jamais rentré dans ma tête. Donc, je suis toujours en train de chercher une nouvelle destination pour partir en moto. Et ça, c'est un leitmotiv de sortir, de bouger, et ça a été le fameux déclic. Aller manger un barbecue en Pologne, alors il y avait le cousin bien sûr, mais c'est assez étonnant. Et d'ailleurs, la Pologne, c'est une destination particulière, mais moi je voulais parler d'une destination qui est d'autant plus particulière parce que c'est l'Écosse. On en entend parler, mais pas assez, et encore moins, je trouve, en tout cas, en tant que motard. Déjà, tu es parti en Écosse à moto, et ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi l'Écosse ? l'Écosse m'a toujours un peu attiré. Je l'avais déjà fait en randonnée à pied sur un petit voyage d'une semaine qui s'était organisé un peu au dernier moment. Et quand j'étais là-bas, je venais juste de me racheter une moto et j'avais pas encore, si tu veux, cette fibre de partir. Et j'ai vu énormément de motards passer, je les entendais rouler et je me suis promis à moi-même de revenir un jour le faire en moto. Et je l'ai fait. J'ai trouvé un copain à moi, Adrien, qui avait son petit blog, le Motard Bionique, enfin petit, plus gros que le mien, mais j'aime bien dire petit. Et on est partis tous les deux, comme ça. On savait pas ce qu'on allait faire, on a juste réservé le train, en fait, pour traverser la Manche. On avait un billet aller, un billet retour, et aucun programme entre les deux. Ça s'est décidé complètement par hasard. Et ça, c'est en général, c'est ce type de voyage que tu fais, toi, c'est ok, on sait à peu près où on va aller. Par contre, tout ce qui se passe entre le départ et l'arrivée, il y a peu de préparation, en fait, c'est ça. Mon premier vrai voyage que j'ai organisé, je te parle pas de celui de la Pologne, celui qui est arrivé juste après, j'avais prévu tout au millimètre. J'avais prévu les routes, les hébergements, j'avais tout réservé, je savais quel jour, je savais exactement ce qui allait se passer tel ou tel jour. Il n'y avait aucune surprise, tout était millimétré. Et puis c'était, de mémoire, c'était en 2016, c'est l'été où il y a eu les grands orages, il y a eu la crue de la Seine, c'était l'apocalypse. Et tout mon trajet est tombé à l'eau parce qu'on prévoyait 15 jours d'orage et de pluie en montagne, avec des températures à 6 degrés. J'ai complètement tout abandonné, mais le jour J, quoi. C'était l'occasion de chercher une nouvelle destination de façon complètement improvisée. J'ai fini en Corse le lendemain. J'y ai passé 8 jours et c'était génial. Et je n'ai absolument rien organisé. Et ce jour-là, j'ai compris en fait que tu peux prévoir tout ce que tu veux. La nature, si elle a pas envie, elle a pas envie. Et toi, t'es rien face à elle. Il y a une différence entre s'imposer une journée de pluie dans un voyage, parce que c'est comme ça, c'est les aléas, ou s'imposer de façon complètement stupide 15 jours de flotte et d'orage, parce que t'as décidé que t'allais le faire. C'est bête, c'est dangereux, ça n'a aucun intérêt. Donc depuis ce jour-là, je sais quand je pars, je sais quand je reviens, je fais un plan A, un plan B, voire un plan C, et on voit ce qui se passe. Ouais, c'est un bon état d'esprit, c'est vrai, et je pense que le motard, il est là aussi pour s'adapter. Et tu as dit quelque chose qui est intéressant, c'est vrai que pourquoi s'imposer quelque chose alors que ça peut rendre dangereux ce trip, ce road trip. Donc pourquoi pas en effet s'adapter, et même s'il y a des choses qui ont été prévues qu'on ne va pas voir, vaut mieux jouer l'aspect sécurité, c'est clair. C'est surtout que c'est quand t'as quelque chose d'inattendu, d'imprévu, c'est là que t'as les meilleurs souvenirs, c'est là que t'as une vraie histoire à raconter. Et moi, j'essaye, au travers de mon blog, j'essaye d'avoir une histoire à raconter, mais je me mets pas dans ces situations-là pour raconter quelque chose sur mon blog, c'est parce que j'aime vivre des choses, et parce que j'aime vivre des histoires, que j'ai fait un blog pour le raconter. Et
Et voilà, je pense que c'est là que c'est intéressant quand tu te fais surprendre. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Alors, dans nos vies qui sont un peu, alors pas pour tout le monde, hein, j'imagine, mais je parle aussi pour moi des vies qui maintenant se sont un peu plus calées. C'est vrai que la recherche de la surprise est importante et le fait de moins préparer permet d'être étonné un petit peu plus souvent. Ouais, je suis complètement d'accord sur cet aspect-là. Je vais revenir sur l'Écosse. Euh, donc il y avait peu de préparation, mais du coup, maintenant avec le recul et le fait d'avoir fait cet itinéraire, ce voyage, pardon, c'était quoi ton itinéraire? En gros, tu prends toute la moitié ouest de l'Écosse avec le nord, et c'est génial. Tu fais un maximum d'îles, un maximum de petites criques. Tu peux longer toute la côte ouest et tu vas être émerveillé tous les 10 kilomètres, t'as un paysage complètement différent. C'est incroyable comme pays, t'as une richesse des paysages qui est dingue, hein. Un coup c'est minéral, un coup t'as une plage de sable blanc avec de l'eau turquoise, un coup t'es dans la tourbe, enfin c'est incroyable. Bah justement, je voulais en parler, c'est ça, c'est comment l'Écosse. Alors, euh, on a tous à l'esprit éventuellement des séries ou des films qui se sont passés en Écosse. Comment tu peux décrire un peu bah, les paysages, l'ambiance, les habitants? J'imagine que tu es passé à Édimbourg. On parle souvent d'Édimbourg comme une ville hyper agréable. Donc, ouais, et si tu peux nous décrire un peu l'ambiance de ce que tu as vécu en Écosse, ça serait top. C'était c'était la deuxième ou la troisième fois que j'allais à Édimbourg. Euh, les autres fois je l'avais fait en avion. C'est une de mes capitales préférées en Europe avec Berlin pour des raisons complètement différentes. Mais il y a un côté médiéval un peu féerique dans le centre d'Édimbourg. Mais par contre, c'est très touristique. Là, tu sens que t'es pas dans une ville musée, mais tu t'en rapproches. C'est pas du niveau de Prague ou de Paris, si tu veux. Euh, j'ai fait Glasgow aussi sur ce voyage-là. C'était la première fois que j'y allais. Glasgow, j'ai trouvé ça beaucoup plus brut, beaucoup plus. Enfin, tu comprends pourquoi il y a beaucoup de groupes rock, rock garage à moitié punk qui sont sortis de Glasgow parce que la ville, elle transpire ça. Et pourtant, t'as 1 heure de route entre les deux villes, mais t'as l'impression que c'est un monde mais parallèle. Après, t'as toute la moitié sud de l'Écosse, on va dire jusqu'à Fort Williams. Euh, c'est assez industriel, enfin pas industrialisé, pardon. C'est très résidentiel. T'as quand même encore une densité de population importante. Mais alors, une fois que tu passes Fort Williams, t'as plus personne nulle part. T'es avec les moutons, tes petites routes, et puis en avant. Voilà. T'as vraiment des facettes complètement différentes. Inverness, j'ai fait qui passer. Euh, on était un peu, à ce moment-là, on était un peu en mode gueule de bois parce qu'on venait de se faire 5 jours de bivouac et retrouver une ville, c'était compliqué comme moment. On s'est forcé à manger dans un pub, à voir des gens et tout, mais quand t'as passé 5 jours un peu en autonomie coupé du monde, c'est très 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 compliqué ce retour. C'est étonnant ce que tu dis. C'est quelque chose que j'ai pu vivre à certains endroits lors de mes voyages, mais il y a une sorte de, ouais, un passage un peu dans un monde parallèle où on se retrouve tout seul et en fait, ou peut-être pour certains se sentent mieux, plus en phase avec la nature. Et revoir du monde, ça crée une sorte de surdose, une overdose, pardon, de monde. Et en fait, au final, on se sent moins bien. Et c'est étonnant que tu en parles. J'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec d'autres, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. On se sent moins bien. On se sent moins bien après avoir s'être mis à l'écart pendant quelques jours, ouais, c'est vrai. Il y a eu quelque chose de très ressourçant en fait dans ce voyage. Même encore 3 ans après, bah, j'ai l'impression que c'était hier quoi. Et j'en parle souvent. J'ai souvent des photos qui reviennent dans mon flux, des photos aussi que j'ai fait à l'époque dont on continue à me parler. Donc c'est vraiment un voyage qui a été marquant pour moi. Ça a été l'occasion aussi de partir 15 jours avec mon pote Adrien, qui est un de mes amis, qui est devenu un de mes amis les plus proches. Euh,
On a été vraiment coupé du monde. En plus, on a deux fonctionnements qui sont un peu différents sur le quotidien, même si lui et moi, on roule pareil. On a les mêmes habitudes de débile, en fait, en roulant, parce qu'on roule du matin au soir sans bouffer, sans s'arrêter. Le seul moment où on s'arrête, c'est pour faire une photo, mais on n'enlève même pas le casque, tu vois. Et on a la même passion de la moto et de la photo, du voyage. On a vraiment beaucoup de points communs là-dessus, mais par contre, sur le fonctionnement de tous les jours, c'est différent. Et ça a été très riche d'enseignements. En plus, bon, j'en parle dans mon article. C'est Adrien, il a un handicap, il est sourd. Il est devenu sourd à l'âge adulte. Depuis, il est équipé de ce qu'on appelle d'un plan cochléaire, donc il peut entendre, il entend super bien, tellement que des fois j'oublie qu'il a atteint de surdité. Et il y a eu ces moments en fait où il se débranchait pour être dans sa bulle, et moi j'étais dans la mienne, et on était, il y avait ces moments où en fait on était seul, mais avec quelqu'un. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Où t'es tout seul mais accompagné. Moi, je comprends. T'as vraiment ton espace à toi, tes moments à toi. Donc on a pu profiter aussi de notre voyage vraiment de façon très 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 entière, quoi. Ouais, vous avez chacun vécu plusieurs, j'imagine, de moments où on a cette impression d'être seul. Alors, j'essaie de trouver des mots pour l'expliquer, car ça m'est arrivé. Et je pense que quand tu voyages à plusieurs, tu as besoin de ces moments-là. Et je pense que une vraie réussite de voyage à deux ou à plusieurs, c'est en effet de respecter ces moments où en fait on n'a pas envie de parler avec quelqu'un, on a juste envie de soit des fois de rien faire, soit de profiter. Souvent c'est des choses que nous, dans les différents voyages que j'ai fait, c'était des choses quand tu montes ta tente, quand tu prépares ton bivouac, des choses comme ça. Tu es en autonomie, tu ne demandes pas forcément de l'aide parce que tu connais ta tente, tu connais comment tu montes ton bivouac. Et en fait, tu te retrouves vraiment déjà tout seul pour faire ça. Il y a aussi l'intérêt de faire de la moto, c'est en groupe, c'est qu'au final, on se retrouve aussi tout seul sur sa moto, même si on voyage à deux. Et puis, il y a des moments hyper sympas aussi de se retrouver parce que lors d'une pause, lors d'un café, on peut reparler des 50 derniers kilomètres. Et t'as vu ce mec-là, et t'as vu ce paysage, etc. On va se faire un petit récap de ce qui s'est passé, alors que on était tout seul sur la moto. Et c'est aussi pour ça que j'aime, moi perso, voyager parfois seul et aussi parfois en groupe. Voyager en groupe, c'est pas ce qui m'attire le plus, même si je l'ai fait. Ça, je l'ai découvert en Inde quand on traversait tout le sud. Ouais. Ça a été une expérience intéressante, très intéressante dans ma vision des choses et du voyage. Mhm. C'était la première fois que je faisais un voyage organisé, c'était la première fois que je voyageais vraiment en groupe. Je le referai, ça c'est une certitude. Mais c'est pas ce qui m'attire le plus. Là, spontanément, si tu me demandes de partir, je vais partir seul. Ok. Je vais pas partir avec 10 personnes. Mhm. Euh, Là, je reviens aussi sur le trip en Écosse. Euh, donc là, vous parliez que vous étiez en bivouac essentiellement. Déjà, savoir combien de temps vous êtes parti, parce que en fait, c'est à la porte de l'Europe, hein. Enfin, c'est en Europe, l'Écosse, c'est pas très très loin, mais en même temps, vous êtes parti de chez vous, donc toi, t'habites où déjà? Alors, à l'époque, j'habitais vers Paris. D'accord? Adrien habitait à Lyon. Ok. Donc, en gros, on est parti. Je crois qu'on est parti 16 jours. Ok. 16 jours. Ou Et 16 ou 17 jours, quelque chose comme ça. Et Adrien m'a rejoint chez moi à Paris. Il a dormi chez moi. Et après, on a fait Paris-Édimbourg dans la journée. ah ouais, d'accord. Mais vraiment en mode autoroute à fond, quoi. Mhm. Et puis, on a fait le choix on a fait le choix, là, assumé. Et derrière, on a pris 2 jours à Édimbourg pour se reposer, pour visiter, ce qui était, je pense, la meilleure solution. Et après, on est parti. On a fait 9 jours en Écosse. 9 jours. Et après, on est descendu on est rentré en passant par le Pays de Galles, où là-bas, on a fait 2-3 jours. Et puis après, le temps du Pays de Galles a retourné on a fait une dernière soirée à Canterbury, juste à côté du train. Et on est rentré. D'accord. Voilà.
Et donc là, sur cet aspect nature, comme je disais, j'ai un peu l'imaginaire qui me vient entre le bord de mer et des étendues avec les moutons. Donc j'arrive à imaginer un peu l'Écosse, mais un peu moins les habitants. Tu disais en effet, dans les villes, bah, c'était des grandes villes, donc tu voyais du monde. Un peu moins, dans les campagnes, si on peut dire ça comme ça. Comment, comment vous êtes accueillis alors je sais pas si alors je pense pas qu'ils soient étonnés, de voir des motards traverser leur pays, mais du coup, peut-être qu'il y en a pas non plus des milliers, donc comment se fait un peu, on va dire les rencontres avec les Écossais? Mais avec les Écossais, déjà, quand tu leur dis que t'es français, ça se passe très bien en général parce que y a une vraie histoire entre l'Écosse et la France, où la France avait soutenu une tentative d'indépendance écossaise et ils s'en souviennent encore. Donc c'est quelque chose qu'on connaît assez peu en France, mais par contre que les Écossais ont un peu tous dans la tête. Ouais, je Donc connaissais pas du tout. il y a un vrai a priori très positif sur les Français en Écosse. Bon après, c'est comme partout, hein. T'es pas non plus accueilli avec la hola, standing ovation et des gens qui t'embrassent dans la rue, hein. Faut pas se dire ça. Mais il y a quand même un a priori positif. Ensuite, bah, clairement, si tu parles pas anglais avec les Écossais et que t'es pas à l'aise pour comprendre leur accent, ça va être très compliqué. Même ils font beaucoup d'efforts, au final, bah, ils parlent leur langue, ils sont chez eux avec leur très 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 fort accent. Par contre, on a fait quelque chose avec Adrien qui m'a vraiment rendu nerveux jusqu'à ce qu'on le fasse. C'est-à-dire qu'on s'est dit, avant de partir, on va s'acheter des kilts sur Amazon à 30 balles, 40 balles, enfin vraiment de la merde. Euh, et on s'est dit, on va acheter ça, on va le porter, et on va faire des photos là-bas, et puis on le rangera dans le sac. C'était vraiment pour l'idée de faire des photos sur place pour son blog, pour le mien, pour tout ça, quoi. Ça nous faisait plaisir. Et j'assumais pas de le mettre, en fait. J'y arrivais pas. J'ai mis du temps. Et Adrien, à un moment, on était sur l'île de Skye. Et en fait, il le met au milieu du parking. Et là, ça a commencé à faire marrer les gens. Et on est parti. On a commencé à rouler comme ça. Et j'ai fini par me décider à mettre le mien dans la foulée, par-dessus l'équipement de moto. Et c'est ça vraiment qui a changé absolument tout le voyage. Parce que là, les gens ont commencé à venir nous voir. Ça les faisait rire. J'avais une seule trouille, c'était qu'il y en ait un qui nous dise, les gars, culture écossaise, c'est pas une blague en fait. Le kilt, c'est important pour nous, arrêtez de déconner, vous êtes pas écossais, vous portez ça comme des clowns, arrêtez quoi. Et en fait, c'est ça qui te rendait nerveux, en fait, c'était plus sur cet Ouais. aspect-là. OK. C'était vraiment pour l'aspect respect, tu vois. Mmh. Et en fait, pas du tout. Ils ont adoré. Ça les a tous fait mourir de rire. On a plein de gens qui sont venus nous voir pour nous demander des photos. Quand on faisait le plein dans les stations-service, t'avais le personnel qui sortait pour regarder les motos, pour nous prendre en photo avec les kilts. Il y avait même un quart de touristes qui s'est arrêté sur le bas-côté pendant que nous, je sais plus ce qu'on faisait à ce moment-là, on devait prendre une photo encore ou juste faire une petite pause et ils sont tous descendus pour venir faire des photos avec nous. Et puis surtout, on a dans une ville qui s'appelle Ullapool, on s'est arrêté prendre un café et 5 ou 6 jours après, quand on est arrivé à Glasgow, on faisait le plein dans une station en arrivant dans la ville. Et là, t'as des gens qui sont sortis de la station qui nous ont dit on vous a vu à Ullapool il y a 5 jours, trop cool, machin, on vous a vu à tel endroit aussi il y a 2 jours, on vous a vu passer. Et ça, je m'y attendais pas du tout, quoi. Vraiment pas. Et c'est le hasard, je suis pas en train de te dire qu'on a fait la une des journaux en Écosse, mais vraiment, ça a marqué les gens. Et encore, les photos qu'on a fait de nous en kilt là-bas, ça fait partie des photos dont on me parle le plus quand on me parle de mon blog. Ça a vraiment été quelque chose de marquant et qui a changé totalement le voyage. Ah, c'est trop bien, hein, c'est trop bien. Et l'accueil des Écossais par rapport à ça, tu vois, on a des a priori aussi, et en même temps, bah, tu vois, ça ouvre des portes. Donc, franchement, c'est trop bien. J'ai vu, bien sûr, l'article que tu as fait et les photos. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Ça donne presque envie d'aller en Écosse en kilt. J'avais déjà envie d'aller en Écosse, mais cette fois-ci, peut-être que je peux mettre le kilt pour. Ouais, mais surtout le soir au bivouac, quand t'enlèves ton pantalon de moto et que t'es en kilt. Ça, c'est le vrai bonheur.
Et tu le portes à l'écossaise. Hein. Ah ouais, bah oui, c'est encore mieux. Ah Ouais. bah ouais. Eh, ça me fait penser, tiens, on n'a pas parlé de météo, c'est une sorte d'a priori aussi qu'on a, j'imagine, sur l'Écosse. Moi, honnêtement, c'est des paysages qui m'attirent énormément. Par contre, j'aurais tendance à un peu, en tant que motard, entre guillemets, à un peu flipper de la météo. Est-ce que ça, c'est des légendes ou est-ce que ça se fait bien sur les 15 jours là, que vous avez fait? C'était au mois de mai, c'est ça? Si tu parles à 30 personnes qui ont fait l'Écosse, tu auras 30 réponses différentes. Hmm. La période la plus sèche, c'est de mi-mai à mi-juin. Ça, c'est quand tu regardes les moyennes météorologiques annuelles, c'est ça, c'est mi-mai, mi-juin. Nous, on était parti fin mai, et sur 15 jours, on a eu 2 heures de pluie. Je suis rentré avec des coups de soleil, bronzé. Au bureau, on m'a dit c'est pas possible, t'es pas parti en Écosse. C'est ce que j'allais dire. Mais ça, j'ai vraiment conscience que c'était exceptionnel. J'ai un copain qui est parti à la même période l'année suivante. Lui, il a eu 2 jours de beau temps sur 15 jours. Ça a été un peu compliqué pour lui. Je pense qu'il faut partir en te disant que tu vas t'en prendre une. Il va pleuvoir. Voilà, faut pas espérer autre chose. Et si t'as de la chance, il va faire beau. Ouais, faut partir de ce principe, emmener sa combi de pluie, et s'il fait beau, c'est que du plus, quoi. C'est ça. Mais moi, j'ai eu un temps exceptionnel et quand j'en parlais aux Écossais sur place, ils me disaient, mais on n'a jamais vu ça depuis 20 ans, quoi. Donc, Ouais, donc non. je vais pas te mentir, il paraît que c'est compliqué. Les fois d'avant où j'y suis allé, du coup, en avion, la météo était compliquée. Mais bon. Mais j'ai l'impression que ça fait Après, partie faut du savoir. jeu. Ça fait partie du jeu, j'ai l'impression, hein, aussi se dire, voilà, je vais en Écosse, je sais que c'est comme ça et c'est très bien comme ça, quoi. Donc, si tu pars dans cet état d'esprit, il n'y a pas de problème. Bah, il y a quelques années, j'étais passé en Irlande, pas en moto, mais je discutais avec un Irlandais et il me demandait ce que j'allais faire de mon séjour et je lui ai dit bah s'il pleut pas, je vais faire ci, s'il pleut, je vais faire ça. Et il m'a arrêté, il m'a dit écoute en Irlande, si tu décides de faire les choses s'il pleut ou s'il pleut pas, tu feras jamais rien, fais-les et puis s'il pleut, il pleut. Et je pense qu'on peut appliquer ça pour l'Écosse aussi, il y a pas de problème. Hmm. Et Mais si je reviens à quelque chose d'un petit peu plus sur l'aspect un peu plus technique, logistique, euh, en fait, hmm, j'ai l'impression dans ce que tu racontes aussi, il y a beaucoup de dépaysement malgré le fait que ça soit assez proche. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que tu t'es senti, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, alors, parfois on n'a pas forcément besoin d'aller à 5000 km de chez nous, prendre l'avion pour être dépaysé. Est-ce que tu considères l'Écosse comme un pays dépaysant, comme tu pourrais le trouver à 10 000 km de là? alors déjà, je suis rarement allé à 10 000 km de là. Je l'ai pas fait souvent. Euh, je conclus mon article en fait sur l'Écosse euh, en disant quelque chose comme l'Écosse en fait c'est un bout du monde à un jour de route de la maison. C'est-à-dire que moi j'ai passé des années à rêver de la route de la soie. Euh, j'ai des ébauches de roadbook c'est même plus des ébauches, c'est des cartons. Enfin, j'ai des dizaines et des dizaines de projets qui sont stockés dans un coin. Euh, pour aller loin, pour faire un Bangkok-Paris, pour aller jusqu'au Japon, pour traverser toute la Russie. Enfin, j'en ai plein des idées. Et puis, en fait, tu regardes pas vers l'ouest parce que t'as l'impression quand t'es en France que t'es au bout, quoi. Bah non, juste un peu au nord-ouest, t'as le Royaume-Uni et l'Écosse, c'est vraiment une impression de bout du monde à un jour de route de chez soi. Bon, tout dépend d'où tu pars, mais de Paris, c'était ça, c'était un jour de route. Et on n'envisage pas, je pense, l'Écosse comme une destination vraiment lointaine et dépaysante, alors que ça l'est. Tu vois, on parle du Cap Nord. Le Cap Nord, oui, c'est un des premiers endroits historiquement à avoir été développé pour le tourisme de masse. C'est comme la route des Grandes Alpes. T'as un côté mythique qui est associé à ça, donc tu vas avoir régulièrement des gens qui te disent « Allez, je me fais mon gros voyage, je vais au Cap Nord », ou alors dans une moindre mesure la route des Grandes Alpes. Parce que tu as une histoire qui est attachée à ça, tu as un vrai folklore autour. Alors que l'Écosse, tu l'as moins, en tout cas sur le terrain moto. Faut juste mettre les choses à plat, pour le coup. Tu regardes une carte. Quand tu es dans le nord de l'Écosse, tu es plus haut que le sud de la Norvège.
Et il y a quelque chose que j'avais pas anticipé. Et où là, je me suis dit, putain, je suis au pôle Nord, en fait. C'est que tu te réveilles à 2 heures du mat pour aller un petit peu plus loin que la tente te recoiffer, disons-nous. Euh, En fait, il fait jour à 2 heures du mat au mois de mai en Écosse. Ah, ok. Et moi, j'étais tout content. J'avais pris ma lampe frontale et tout. Je me suis dit, cette fois-ci, en bivouac, je vais pas me faire avoir, tu vois. Eh ben, ça sert à rien. Il fait jour à 2 heures du mat. Le soleil, il est juste caché, juste derrière l'horizon. Et après, il remonte. Ce qu'il faut, c'est pas une lampe frontale, c'est un masque pour les vieux. Voilà. Et Et est-ce que ça, tu vois, est-ce que c'est pas une ambiance pôle Nord, austral à mort et tu peux même voir des aurores boréales. Bon, c'est pas la saison au printemps, mais c'est une vraie impression de bout du monde, quoi. D'accord. Ah, j'imaginais pas du tout ça de l'Écosse, tu vois. Je pensais pas que bah, on avait un sentiment, alors un sentiment de bout du monde, oui, mais qu'il y avait une différence assez proche avec enfin le nord, avec la Norvège en fait, et surtout lié, je sais pas comment, à l'ensoleillement. Je savais pas du tout que Ouais, ça avait ça jouait. je l'ai fait au mois de mai, là, mon voyage, donc on avait, comme je te dis, le soleil de minuit. Par contre, je l'avais fait aussi en septembre, à 18 heures il fait nuit. Voilà. Incroyable. C'est vraiment, bah, comme tous les pays nordiques, t'as vraiment une amplitude d'ensoleillement qui est gigantesque au cours de l'année. Hmm. C'est ah ouais, étonnant. Et là, d'un point de vue un peu, on parle de changer de pays, mais on change aussi certains codes, notamment celui en partie du code de la route. Le fait de rouler à gauche, ça a quelle sensation là du coup? Oh, bah, ça fait bizarre. C'est-à-dire que quand tu t'engages sur un stop la première fois à gauche, t'as l'impression que tu vas mourir. Parce que t'as été conditionné avec ton instinct bien européen continental, tu vois, à rouler à droite. Ça fait bizarre. Moi, ce que j'avais pris un... bah, déjà, j'avais pris un tableau Velleda que j'avais scotché sur... Enfin, scotché. J'avais accroché avec du velcro sur ma sacoche de réservoir parce que ça me permettait de discuter avec Adrien quand, du coup, il avait son casque sur les oreilles, sur la tête, pardon, parce que du coup, il pouvait pas avoir ses implants sur les oreilles. On discutait par écrit. Donc, j'avais un stylo Velleda avec moi. Et l'idée, en fait, m'est venue quand on était dans le train, en train de traverser la Manche, que bah, je pouvais écrire sur mon rétro ou sur ma bulle de moto. Et donc, je me suis écrit sur la bulle, juste devant mes yeux, reste à gauche du con. Et en fait, je l'avais sous les yeux en permanence. Donc, tout le temps, j'avais sous les yeux reste à gauche. Je me l'écrivais sur le rétro, je le changeais d'endroit régulièrement, tu vois, pour pas m'y habituer. Et, euh, et voilà. En fait, le plus compliqué, c'est le premier tour de roue chaque jour. Voilà, parce que d'instinct, tu montes sur la moto, tu vas rouler à droite. Voilà. Mais après, Et passer ces quelques minutes, voilà, tu prends des réflexes un peu traditionnels de quelqu'un ouais, qui roule à gauche, quoi. Mm. tout à fait, tout à fait. Ce qui a été un vrai moment d'adaptation, c'est du coup rouler sur l'autoroute à gauche, gérer les dépassements. Du coup, bah tu dépasses par la droite. Donc, comme tout motard parfaitement exemplaire, je ne double jamais par la droite. Mhm. Euh, Bien évidemment, c'est faux. Et donc ouais, ça a été un vrai moment d'adaptation. C'était un vrai moment d'adaptation. Et puis, il y a eu un moment dangereux. Et là, clairement, c'est lié à ce problème-là de conduite à gauche. Alors, en Écosse, les routes sont vraiment toutes petites. T'as la place pour une voiture, la plupart du temps, vraiment, sur les petites routes. Et t'as ce qu'ils appellent les passing places, un peu comme en montagne, où t'as Un sur les routes dégagement, étroites, t'as un dégagement pour permettre de se croiser. Mais sauf que quand tu te fais surprendre au coin d'un virage ou un truc comme ça, et que tu te retrouves face à une voiture, et bah du coup, ton réflexe conditionné, c'est de te jeter sur la droite. Sauf que quand tu fais ça, bah, tu te retrouves face à la voiture qui, elle, du coup, se met du même côté. J'ai eu ce réflexe-là. L'autre en face, il a eu un très bon réflexe de m'éviter. Ça a été le seul moment dangereux à cause de ça, à cause de la conduite à gauche. d'accord. Ouais. Heureusement que ça n'a pas été pire. Après, j'imagine que le fait que ça soit des routes étroites, on ne doit pas rouler non plus. Tu roules pas vite. Ouais, tu roules pas vite. Ouais. Mm. Si tu roules à une allure normale, là, je la prenais en pleine face, c'est sûr. Ouais. Voilà. Mais si c'était une allure normale, ça aurait été une route normale, donc il n'y aurait pas eu ce problème. Enfin, voilà. Mhm. Et du coup, là on parle, et ça c'est quelque chose que je pose souvent comme question sur Rider Radio, c'est
Là, il a failli y avoir une galère sur un voyage comme ça en Europe. Est-ce qu'on a des galères en fait? Alors, je parle pas que de la moto, je parle aussi de ce qui peut tourner autour, hein, mauvaise rencontre, bivouac qui s'est mal passé. Voilà. Est-ce qu'en Europe, on peut vivre ou mécanique d'ailleurs, est-ce qu'on peut vivre des galères aussi sur un voyage comme celui-ci? Alors, les mauvaises rencontres, je pense que t'as pas besoin d'aller au fond de l'Europe pour en avoir. Mhm. Euh, Je pars aussi du principe que si t'es méfiant envers les gens, c'est comme ça que tu t'attires des problèmes. Ouais. Quand t'es ouvert et que tu sécurises pas ta moto dans tous les sens en imaginant que les gens du village où tu t'es arrêté, c'est tous des voleurs, bah, du coup, tu vas pas les vexer, donc ça va pas t'attirer de problème. Euh, Ça là-dessus, sur les mauvaises rencontres, et je pense qu'il y a un vrai aspect, bon, ça fait un peu pompeux de dire ça, mais je pense qu'il y a un vrai aspect karmique, c'est que tu t'attires les problèmes que t'attends, ou que tu te prépares, et il y a rien qui vexe plus, je pense, des habitants d'un petit village que de les considérer tous comme des voleurs en sécurisant ta moto à triple tour avec des cadenas, etc. Je réfléchissais un peu comme ça avant parce que comme tout le monde, j'étais méfiant envers les inconnus. Et puis petit à petit, j'ai commencé à laisser mes affaires sur les motos, partir avec de la bagagerie souple qui verrouille pas, et j'ai jamais eu un seul problème. Et j'ai eu moins de problèmes depuis que je agis comme ça qu'avant quand je sécurisais tout à fond. Donc je pense qu'il faut être ouvert. Si t'es ouvert, les gens ils vont l'être avec toi et ça va limiter les mauvaises rencontres. T'es jamais à l'abri d'un malade ou d'un idiot qui va te prendre la tête. Ça en voyage, c'est vraiment mon conseil, être ouvert. Ensuite, les galères, bah ouais, des galères, il y en a. Mais les galères, c'est ce qui fait un peu les meilleurs souvenirs. Ce qui fait les meilleurs souvenirs parce que ça te fait des histoires à raconter, parce que c'est là que tu vas rencontrer des gens. Euh, je pourrais t'en parler. J'étais en Slovénie, c'était il y a 3-4 ans. En Slovénie, j'étais avec un copain, on roulait. Et puis le matin, il me montre un truc sur sa moto, il me dit, là j'ai un cache-poussière d'un roulement qui est bizarre. Je dis, ouais, effectivement, il est un peu usé. Je lui dis, je pense que, bon, bah, tant que ça roule, et puis on va bien voir, quoi. 200 km après, le roulement, il a explosé. Il a explosé dans le porte-couronne, donc, mais vraiment. Le porte-couronne, il manquait un morceau. Donc forcément, ça se passait un peu moins bien. Et on était au milieu de la montagne, dans une forêt en Slovénie, enfin un truc, mais au milieu de nulle part. Je crois que les téléphones captaient pas. Enfin, on était vraiment dans la galère. Et en fait, à 50 mètres, il y avait un hôtel. On s'est dit, ok, on va demander à l'hôtel. Si ça se trouve, bah, dans un hôtel, il y a des chances qu'il y ait quelqu'un qui parle anglais. On va expliquer le problème. Ils vont appeler la concession à la capitale, à Ljubljana, voir s'ils ont un roulement. Moi, j'avais ma moto qui était en bon état, donc bah, ouais, on se débrouille. Puis il fallait un porte-couronne aussi, surtout, qui était éclaté. Et au final, bah, tu vois, on s'est arrêté devant l'hôtel du mec. C'est peut-être le motard le plus connu de Slovénie. Il nous a montré son garage, c'était impressionnant. Il avait des drapeaux sur sa moto, des stickers de pays qui n'existent même plus, parce que ça a changé depuis. Il avait des photos de groupes de motards dans son garage qui étaient incroyables. Et après, j'ai regardé les avis Google de son hôtel, mais en fait, ouais, tous les mecs qui descendent jusqu'en Turquie ou qui partent à l'Est, ils s'arrêtent chez lui. Et on est tombé en panne devant son hôtel. Énorme. Et bah, tu me crois pas. 2 heures après, on était reparti parce que il avait un pote garagiste dans le village d'à côté qui connaissait un mec dans une casse et puis il avait pile le porte-couronne et le roulement qui allait bien. Je lui ai amené. Euh, il a refusé que je le paye en fait. Donc j'ai dû forcer pour le payer. Euh, pendant que pendant qu'il bossait sur la pièce pour mettre un nouveau roulement, pour remettre la couronne aussi dessus. Sa femme elle m'a amené du saucisson fait maison, j'avais 15 sandwichs, 3 verres de jus de fruits pressés, ils m'ont présenté leur fille qui avait 18 ans parce que bah voilà, c'était bien de lui présenter un petit français, hein, allez. Et c'était hyper drôle, le chien, c'était devenu mon meilleur pote. Enfin, ça a été une rencontre absolument géniale. On se comprenait pas beaucoup parce qu'on parlait pas la même langue, mais ça a été génial. Ça a été génial. Et je me souviendrai toujours du propriétaire de l'hôtel, Rudolf, qui m'explique qu'il n'a pas le temps de s'en occuper, mais qu'il a les outils.
Et il me sort les outils, et pendant qu'il me dit qu'il a pas le temps de s'en occuper, il commence à desserrer l'axe de roue. Et puis en fait, il a tellement pas le temps de s'en occuper que du coup, il sort l'axe de roue, il te sort la roue, il te sort la chaîne, il te sort le truc. Il a toujours pas le temps, mais par contre, il dégraisse au gasoil le porte-couronne. Il a pas le temps, mais il te l'emballe dans du plastique. Et puis, il te le met dans un sac et il te dit, tiens, je te donne le numéro, j'ai pas le temps d'appeler, mais il a tellement pas le temps d'appeler qu'il appelle à ta place. Et puis, en fait, il a tout arrangé. Et pendant que tu l'as regardé, t'expliquer qu'il avait pas le temps, il a tout fait. Ouais, c'est génial. Voilà. C'est génial Et et c'est ce que tu disais. En général, les galères se transforment souvent en super bons moments. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de voyageurs à moto et autres n'échangeraient pas leurs galères parce qu'en règle générale, on fait des rencontres qui sont incroyables. Et là, tu en as encore la preuve, quoi. Et honnêtement, maintenant, depuis que ce podcast existe, j'ai rarement eu quelqu'un qui m'a dit mais non mais en fait c'était une galère trop importante, j'arrête la moto, c'est terminé, je veux plus en entendre parler. Et au contraire, ces galères-là donnent envie, pas forcément d'avoir d'autres galères, mais nous donnent confiance et on se dit que si ça arrive, il y aura bien quelqu'un qui viendra nous aider et on pourra en discuter. Et ça, ça fait partie de l'essence de l'aventure, j'imagine, pour tout à fait. continuer Tout à fait. Tu à vois, aller de plus en plus loin encore. mais Ou à côté dessus. ouais. Mais tu vois, j'avais passé une soirée avec Anne-France d'Hauteville. Ah Euh, yes. J'aimerais bien la voir sur le podcast d'ailleurs, Anne-France d'Hauteville. Donc si tu as son numéro de téléphone, j'aimerais bien la voir. Alors, j'ai pas son numéro. J'ai pas son numéro. Je pense que le plus simple, c'est d'aller la voir chez elle. Ouais. Ah, tu me donneras son adresse alors. C'est ça. Donc, j'ai passé une soirée avec elle où, en fait, tu sais, il y a des gens comme ça qui te rendent humble. Tu te tais, tu les écoutes. Alors, Tu dis rien. je te coupe un peu, mais peut-être que tu peux expliquer. Alors, pour ceux qui connaissent pas, alors je pense que sur ce podcast, beaucoup connaissent Anne-France d'Hauteville, mais est-ce que tu peux résumer un petit peu ce qu'elle a fait? Bah, elle a fait le tour du monde en moto dans les années 70. Je crois que c'était non, c'était pas la première femme à le faire. Je pense que Et c'est, je pense que c'était la je crois qu'il y première. avait une anglaise qui l'avait fait Ah, avant. peut-être, ouais, peut-être. J'arrive pas, enfin bon, on s'en En tant que fout, mais c'était l'une des premières en tout cas. ça enlève rien à l'exploit en fait, qu'elle soit la première, la millième, enfin faire un tour du monde en solo, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, Mhm. surtout dans les années 70, surtout. C'est pas du sexisme de dire ça parce que je pense que t'as pas besoin d'un pénis pour conduire une moto, Mhm. mais surtout quand t'es une femme en moto dans les années 70, Ouais. euh, il y a un vrai côté badass qui est énorme, quoi. Mhm. Et même là, elle est âgée, mais tu l'écoutes, t'as l'impression de la, que c'est contemporain, en fait, son aventure. Elle a pas changé de discours, elle a pas changé de vocabulaire. Les anecdotes, elle te les raconte comme elle les a écrites à l'époque. C'est incroyable. C'était vraiment une rencontre marquante. Et en fait, elle m'a dit un truc, et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle m'a dit, bah, je suis tombé, en fait, en Iran. J'étais toute seule, j'arrivais pas à enlever la moto, bah, je me suis assis sur la moto, j'ai attendu que quelqu'un passe. Et quelqu'un est passé. Mhm. Et on lui a aidé à relever sa moto. Et en fait, c'est exactement ça. Il y a un mec que je connais un petit peu qui est tombé sur une piste. C'était en Slovénie ou en Roumanie, je sais plus trop. Il est tombé à cause de la boue. Il s'est assis sur la moto, il a attendu que quelqu'un passe. Ouais. Et il y a un tracteur qui est passé, et puis ils l'ont sorti. Il faut pas. De toute façon, la moto, elle est par terre. Voilà, ça c'est factuel. C'est pas parce que tu t'énerves que ça va la relever plus vite. Les choses, elles arrivent, faut les prendre comme elles viennent, et la solution, elle va se présenter d'elle-même. Soit t'as quelqu'un qui passe, soit tu vas marcher 2 kilomètres à trouver quelqu'un. Mhm. Mais si t'es ouvert, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, si t'es ouvert, que t'es positif, que tu vas vers les gens, que tu leur parles correctement, bah, ils vont t'aider. Je suis d'accord. Ils vont Complètement. t'aider. Et tu vois, tu me posais aussi la question sur le bivouac, parce que tu m'as demandé les mauvaises rencontres, les galères, le bivouac. Le bivouac, c'est vraiment je trouve dans l'enchaînement de tout ce que je viens de te dire, parce que si tu sais pas ce que tu fais, si tu sais pas si tu as le droit de bivouaquer à tel endroit, si tu fais alors que c'est interdit, et que c'est explicite, ou si tu le fais chez quelqu'un sans lui demander son avis, là tu auras des problèmes. Mais parce que en fait, tu n'auras pas respecté les règles, ou tu n'auras pas respecté les gens chez qui tu te trouves.
Alors que, en fait, si tu fais ça discrètement, si tu fais ça dans les règles, sans casser quoi que ce soit, sans laisser la moindre trace de ton passage, tu peux bivouaquer où tu veux, quand tu veux. Il y a un principe en Écosse, tu as le droit de bivouaquer partout. Sauf dans les parcs naturels. Bon, il y en a 2, c'est pas compliqué. Donc, et puis c'est pas les endroits les plus intéressants. Je trouve, à moto, que c'est pas les endroits les plus intéressants, donc tu peux bivouaquer n'importe où en Écosse. Je sais pas si c'est exactement pareil que le principe en Norvège, par exemple. En Norvège, la nature, elle est à tout le monde. Et même si c'est un terrain privé, bah, c'est la nature, donc elle est quand même à tout le monde. Tu peux bivouaquer où tu veux, du moment que la personne à qui appartient le terrain où tu bivouaques ne te voit pas depuis sa fenêtre. En gros, c'est ça. Tu vas pas camper dans son jardin, quoi. Et si tu fais pas de traces, si tu laisses pas de traces, si tu fais pas de dégâts, si tu pollues pas, si tu ramasses tes déchets, tu peux aller n'importe où, quand tu veux. Et c'est ça qui est très fort avec le bivouac, parce que j'ai campé du coup au bord d'une falaise sur l'île de Skye, avec vue sur le fameux Old Man of Storr. J'ouvrais le zip de ma tente, j'avais vu dessus, et t'as aucun hôtel au monde qui peut te le proposer. Et ben là, c'était gratos. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est le grand intérêt du bivouac. Et ça, c'est un vrai conseil que, voilà, de ne pas laisser de traces, de respecter les règles. Ça, c'est bien sûr un vrai conseil pour bivouaquer et pour embêter personne et aussi et surtout la nature. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner pour vivre cette même aventure en Écosse? Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as loupées et donc tu te dis, tiens, si je donnais ce conseil-là à quelqu'un qui voudrait y aller, ou en tout cas, ce que tu as fait, ça a été pertinent. Donc ouais, un vrai conseil pour aller en Écosse et vivre une belle aventure comme ce que tu as vécu. Apporter Il y un, a un... apporter un kilt apparemment. Ouais, c'est ça. Il y a juste un truc. Du coup, il y a une grosse limite à partir sans organisation comme je l'ai fait, et ça, je ne l'ai pas du tout anticipé, je l'ai subi. C'est que, en fait, les ferries pour aller sur les îles, il y en a tellement peu. C'est volontaire de leur part, hein, c'est pour éviter les gros flux. Il y a tellement peu de ferries que si tu n'as pas de réservation, tu ne peux pas monter dessus. C'est le mauvais côté, à mon avis, c'est le seul vrai mauvais côté du Royaume-Uni, c'est que chez eux, la file d'attente et la queue, c'est pas un principe, c'est une religion. Et même si tu vois sur le bac ou sur le bateau qu'il reste de la place pour mettre une moto, j'ai essayé, hein. Le mec il te dit, mais t'as fait la queue? Non, mais il y a de la place. Il dit, bah tu fais la queue. Mais je dis, mais il n'y a pas la place pour une voiture, mais il y a la place pour une moto. Ouais, bah tu fais la queue. Et là, t'as pas cette souplesse-là du tout avec les compagnies de ferry. C'est vraiment aucune souplesse. Et tu peux attendre 2 jours sur le parking pour embarquer. Comment te dire que je n'ai pas attendu 2 jours, hein. Je me suis assis sur l'idée de faire les îles Louis et Harris. Il faut, je pense, si tu veux en profiter pleinement, prévoir un minimum au moins les ferries. Voilà. Prévoir large si tu veux pas être en course contre la montre, parce que je pense que c'est bien de se laisser le temps en voyage. Mais si tu veux faire les îles, il te faut une réservation à l'avance. Ok, C'est mon seul vrai regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir géré ça. d'accord. Et là, je vais parler un petit peu plus de l'avenir. Aujourd'hui, c'est quoi? Alors, tu m'as dit que tu avais des cartons de projets, Ah de oui, oh oui. roadbook, etc. Oui, oui. Si on parle du rêve ultime, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais faire? Le rêve ultime, Ouais, si tout était possible, pas de problème de temps, pas de problème d'argent, rien, c'est le yes, rêve ultime. ouais, La route de la soie. ok. C'est sans hésiter une seule seconde. La route de la soie. Voilà. T'enlèves le Covid, les tensions géopolitiques, les frontières fermées, la totale, hein. Voilà. Ouais, ouais, Un jour, je le ferai. Si je peux, je le ferai. J'aimerais beaucoup aussi. J'ai un autre rêve, c'est faire la panaméricaine depuis l'Alaska jusqu'à Ushuaia. Par contre, le Mexique, bon, c'est peut-être un cliché, mais ça me fait vraiment flipper. Enfin, toute l'Amérique centrale, j'ai pas du tout envie d'y aller. Je suis pas peureux, mais là, j'ai pas envie. Donc peut-être le faire en 2 temps, tu vois, parce que je pense que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, c'est vraiment des choses complètement différentes. Et que tu peux vivre différemment et en 2 temps sans avoir l'impression d'avoir raté quelque chose. Je veux dire, dans le concept de panaméricaine. Mhm. Euh,
l'Afrique, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser de partir sur les traces du Paris-Dakar pour le concept. J'ai un vieux 600 Jebel de 88. J'aimerais bien lui faire l'Afrique. Ouais, il y sera très bien. Je pense. Hein. C'est vrai que c'est vraiment typiquement la moto bien adaptée pour faire l'Afrique, simple, efficace, légère, Ouais, facile à réparer. Donc, tout à fait, tout à fait. Donc c'était le plan l'année dernière en fait, pour moi d'y aller. d'accord. Mon départ, c'était le 17 mars l'année dernière. Oh punaise. Donc comment te dire que je ne suis pas parti. Mm. Euh, Voilà, après il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. La route de la soie jusqu'à Samarcande, par contre, ça c'est quelque chose que je ferai d'ici quelques années, c'est une certitude. D'accord. Bah écoute, j'espère que tu réaliseras ce rêve et j'espère que tu reviendras nous en parler sur Rider Radio. Avec grand plaisir, quand tu veux. Bon, génial. Bah écoute, moi je tiens à te remercier de ce moment passé avec moi. C'était très agréable de Très parler agréable. de l'Écosse et bien sûr de tes différentes anecdotes et puis aussi ta philosophie du voyage à moto. Ça a été vraiment cool. Ça a été pas facile de se trouver un moment entre nos deux plannings, mais je suis vraiment très heureux d'avoir réussi à échanger avec toi. Et j'espère pouvoir aussi, et je le dis souvent à tous les invités de Rider Radio, bah, de se tailler un petit bout de route à droite, à gauche. Donc, quand tu Il veux, faut partir. quand t'es par là, ben ouais, il faut y aller. Il faut y aller. On va trouver un moment, on va y aller. Et moi, le seul conseil que je donne aux personnes qui écouteront ce podcast, c'est qu'ils hésitent à partir. Faut partir. C'est tout. Tu mets ton cerveau de côté, tu démarres ta moto, tu y vas. Ben écoute, on va terminer sur ces très très belles paroles. À bientôt, Vincent. Merci à toi. Ciao. Salut. Ciao. Merci pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Rechad pour Rider Radio. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. À bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.